Bon vendredi et bienvenue à Friday Night Sports Machine. Cette semaine, une émission spéciale. Nous allons évidemment faire la récapitulation de la semaine du Canadien de Montréal qui a été forte en rebondissement. Mais nous vous présentons cette semaine un spécial sport de combat. Et j'ai avec moi deux invités, un en studio, un par voie téléphonique. En studio avec moi, c'est un ex-athlète MMA, maintenant propriétaire du fameux TriStar Gym à Repentigny et maintenant un enseignant dans son sport, Yves Jabouin. Bonjour Yves. Salut Stevie. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Je suis très heureux de t'avoir avec nous. On va présenter ce que c'est aux gens qui peut-être ne sont pas nécessairement, qui ne connaissent pas nécessairement le MMA. Nous allons le définir. Mais par voie téléphonique, nous allons rejoindre un homme qui est réputé dans le domaine de la boxe depuis 4 décennies, très respecté au niveau international dans le monde de la boxe. Un entraîneur, un enseignant lui aussi dans le sport de la boxe. Ross Enber. Bonjour Ross. Allô Stevie, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien mon ami. Ross, comment vis-tu la crise présentement parce que tu es propriétaire de gym et c'est pas facile pour personne? Ben écoute, c'est pas facile, mais on essaie de faire le mieux qu'on peut, Steve. Qu'est-ce que tu veux? On vit la même chose que tout le monde. Il faut s'adapter, il faut s'improviser, puis il faut faire le mieux qu'on peut d'une mauvaise situation. J'espère que les choses vont se régler avec le vaccin, puis que le monde va être de retour en santé, puis qu'ils peuvent pratiquer, que ce soit leur sport ou whatever, mais retourner à une vie normale. Je pense que jamais on avait tant envie d'aller manger dans des restos que maintenant. Oui, ça tu l'as si bien dit. On a tous hâte de ça, d'écouter un petit peu de musique et prendre une petite froide. Présentement, tu es enseignant dans ton sport. Est-ce que tu retires autant, je dirais, de satisfaction à être enseignant qu'à être dans le coin d'un ring de boxe? Je suis pas sûr que je comprends ta question, Steve. Est-ce que tu peux répéter ça? Est-ce que tu as autant de satisfaction à enseigner la boxe dans un gym que de te retrouver dans le coin d'un boxeur professionnel? Ben, je pense que les deux vont un à côté de l'autre, là, parce que ça soit dans le gymnase ou que ça soit dans une camp d'entraînement ou que ça soit même dans le vestiaire de le boxeur avant le combat, à chaque fois que tu donnes une certaine renseignement à quelque chose, t'enseignes quelque chose, tu donnes une petite information, tu donnes une certaine confiance à ton athlète, puis ça fonctionne dans le combat, mais je pense qu'on est tous heureux. Fait que ça fait partie de toute la même chose. Des fois, ça peut être juste une petite affaire qui fait la différence, puis tu as beaucoup de satisfaction là-dedans. Et je me souviens d'un combat qu'on avait fait pour le championnat du monde des super moyens. C'était Callum Smith contre George Groves. C'était en Jeddah, en Arabie Saoudite. Puis là, on est dans le combat, un très bon combat, combat serré. Et mon boxeur, Callum Smith, retourne dans le coin. Puis là, on prend attention de lui, met de la vaseline, donne les instructions. Puis juste avant qu'il sorte pour la ronde, je lui tape pas mal fort dans sa poitrine. Là. Je le cogne avec ma main là, fort, tape sur sa poitrine. Puis je dis, lance ton crochet de gauche, lance la crochet. Finis avec ta crochet de gauche. Il a sorti là, il a lancé le crochet de gauche, il a knocké le gars. Et tout le monde qui était proche du coin et qui m'ont entendu donner cette instruction-là, m'ont dit, ah, Russ, tu l'as collé. Ça donne beaucoup de satisfaction quand quelque chose comme ça arrive. Ross, le Canadien de Montréal, de ce temps-ci, effectue plusieurs changements au niveau de la direction, l'entraîneur-chef, l'entraîneur des gardiens. Jusqu'à quel point l'entraîneur est important dans le domaine de la boxe? Et as-tu déjà vécu un changement d'entraîneur en cours de route? Ben oui, les boxeurs sont comme tous les autres. Ils changent, puis on dirait qu'ils changent après qu'ils sont rendus au sommet de leur sport. Ils décident que maintenant, c'est le temps de changer. Puis j'ignore pourquoi ça arrive toujours. Peut-être c'est l'être humain qui change, sa perception il est plus pareil. Tu vas passer d'un athlète qui t'a écouté à 100 000 à l'heure, puis on dirait du jour au lendemain, il a atteint un certain niveau de succès, puis tout d'un coup, il commence à écouter tout le monde sauf toi. Je ne peux pas l'expliquer. Je pense que c'est une question peut-être pour
pour un psychologue. Mais qu'est-ce qui est frustrant pour un entraîneur de boxe? Et j'ai eu cette conversation-là avec Abel Sanchez, qui était pour toute la carrière l'entraîneur de Triple G, Gennady Golovkin. Puis récemment, Golovkin il a décidé de changer d'entraîneur après une carrière complète professionnelle de, je sais pas, une vingtaine de défenses de titre mondial et un des meilleurs boxeurs livre pour livre, puis il a décidé de changer d'entraîneur. Mais qu'est-ce qui est frustrant là-dedans, et pour plusieurs entraîneurs, c'est que vous allez travailler avec un athlète, vous allez le enseigner, lui apprendre des choses, lui amener au sommet de son sport, et maintenant à une position où il est dans une opportunité de faire beaucoup d'argent, et tout d'un coup, il te laisse, mais il part avec toute la propriété intellectuelle que tu lui avais donnée. Et ça, c'est qu'est-ce qui est triste. C'est une chose mettons, si vous êtes, mettons, coach de tennis, puis là, vous offrez des leçons de tennis, l'athlète paye tout au long, de sa carrière. Il paye. Fait que là, l'athlète a le droit de prendre des leçons de qui veut. Mais en sport de combat, ça marche pas de même. Et tu t'es payé par pourcentage. Et souvent, tu vas travailler pour rien, juste pour arriver au sommet où là, tu as une opportunité de faire de l'argent. Et souvent, il y en a beaucoup qui ne réussissent pas et de faire cet argent-là. Et ça, je trouve ça triste. Pour les Canadiens de Montréal, écoute, des fois aussi, j'ai de la difficulté à comprendre des fois des décisions qui sont prises. Puis je trouve ça des fois un peu hypocrite que quand on engage un certain entraîneur, on fait une conférence de presse, puis un directeur général, il est vraiment fier de sa sélection. On a engagé tel coach, puis il est fier de sa sélection, puis ils sont fiers de le gars qu'ils ont engagé, puis que ça va rapporter des changements. Et le même gars qui a pris cette décision-là d'engager telle personne, c'est le même qui va le congédier quelques années plus tard, puis dire on s'en va dans une nouvelle direction. On dirait comme il est plus bon. Oui. J'ai engagé quelqu'un. Moi, j'ai fait l'erreur d'engager quelqu'un qui n'a pas fait la job comme il faut. Des fois, je trouve ça un peu hypocrite. Oui, Ross, on constate que la gratitude n'est pas toujours au rendez-vous dans le sport professionnel. Nous sommes bousculés par le temps. 2 dernières questions. Tu t'es retrouvé dans un match exhibition en 2020, moi, qui m'a vraiment fait rêver. Tu étais dans le coin de Roy Jones et tout le monde parlait de Mike Tyson ici, Mike Tyson par là. Mais je pense que ça prend beaucoup de courage quand même pour affronter en match exhibition un gars comme Mike Tyson. Parle-moi de la douleur de Roy Jones après le combat. De la quoi de Roy Jones? Ben, Roy avait mal partout, je crois. Ah oui. Écoute, une chose que je peux vous dire, c'est que après le combat, aux conférences de presse, la première chose que Mike Tyson a dit, il dit « Est-ce que vous voulez savoir pourquoi j'ai affronté Roy Jones dans cette exhibition-là? » Puis là, tout le monde se demandait, ben, parce qu'il est bon, parce qu'il est ci, il est ça, c'est une légende. Il dit non. La raison pourquoi je l'ai affronté, c'est parce qu'il était le seul à dire oui pour le combat. Wow. Toutes les autres, on va refuser. Wow. Donc ça, c'était un grand respect de la part de Tyson envers Roy Jones. Puis après, quand on a dit, Roy dit, hey Roy, on dit, Tyson, il rentrait des coups au corps, il est solide, là. Il dit, j'ai mal partout. Mais il dit, j'aimerais mieux prendre ces coups-là au corps que de les prendre à la tête. Ross, en une phrase ou deux, quels sont tes projets professionnels au niveau de la boxe, là, à court et moyen terme, en quelques phrases? Ben, juste une petite un court terme. Je pars la semaine prochaine pour Moscou, pour le combat d'Artur Beterbiev à Moscou contre Adam Dennis. Puis après ça, on ne sait pas. On va voir. Après ça, 2 semaines en quarantaine, je pense. Mais je pars pour le combat de Beterbiev le 20 mars à Moscou. J'ai très hâte à ça. J'aime Moscou, j'aime la ville. J'ai hâte de me retrouver là-bas et rencontrer des vieux amis à Moscou. Bon, ben merci Ross, toujours intéressant. Et on se reparle très bientôt. Merci de ta présence à l'émission. Ben, vous êtes très gentil, Stevie. Anytime, puis on se jase bientôt. Merci, mon ami. Bye, Ross. Merci. Bye-bye. Maintenant, nous allons passer de la boxe à la MMA. Yves Jabouin.
31 combats en carrière. Ce que disait tantôt Ross sur la douleur après les combats, ça dure combien de temps dans certains temps? Est-ce que c'est une semaine sur le carreau? Dans ton cas, c'était quoi? Parce que je veux dire, 31 combats, c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir été si long dans le métier. Qu'est-ce qu'il disait? C'est relatif. Tout dépend de quel type de combat tu as eu. Si tu as eu, mettons, en MMA, c'est 3 rounds de 5 minutes. Oui. Si tu as eu une guerre pendant 3 rounds, c'est sûr que les douleurs vont durer un petit peu plus longtemps. En moyenne, je dirais une semaine où tu as besoin d'un repos, beaucoup de glace, ci et ça. Mal dans les côtes, mal à la tête? Pas vraiment. Je dirais, MMA, c'est un petit peu, c'est le type de, la distance entre un combat de MMA et la distance d'un combat de boxe est différente. Ouais. En combat de MMA, quand ça se passe debout, on est un petit peu plus loin un de l'autre, tandis que en boxe, c'est pas mal plus proche. Puis ça va plus au corps. Tandis qu'en MMA, quand on se rapproche, automatiquement, ça devient de la lutte, ça devient du jiu-jitsu, combat au sol. Donc, douleur au corps, beaucoup moins, je dirais, qu'un combat de boxe. Mais par contre, moi, personnellement, c'était les douleurs à la cuisse, douleurs aux jambes, les kicks dans les jambes et tout ça. Ah, le tibia aussi. Exactement, les coups de tibia à la cuisse. Ça, c'est ce qui fait des douleurs un petit peu plus longtemps. Je vais rester très poli, Yves. Tu me connais. Yves, une question un peu à la blague. À 41 ans, je crois que tu as 41 ans, sortirais-tu de la retraite pour un match exhibition contre quelqu'un qui est très renommé? Ce serait possible, mais je veux dire, il faudrait que ça soit pour une raison assez particulière et qui vaille vraiment la peine. Oui, c'est ça. Pas juste l'argent. Pas juste l'argent. C'est sûr que il y a toujours un chiffre. Ouais. Il y a toujours un chiffre pour un athlète professionnel. C'est sûr. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai approuvé à 41 ans pour retourner dans le ring et tout ça. Donc, il faudrait que ce soit quelque chose d'assez exceptionnel pour me faire retourner. Mais la santé, je pense, présentement, je suis en très excellente forme. Si je ne sors pas à pied, je pourrais y retourner. Ben moi, je t'ai vu aller au gym. Je peux te dire que je pense qu'il n'y a pas grande différence entre toi à 40 ans et à 30 ans. Mais peu importe. Avant de définir le MMA dans le moindre détail, est-ce que tu es aussi satisfait? Même question que j'ai posée à Ross tantôt. C'est sûr qu'il y a une question de redonner aussi ce qu'on a appris, ce que la vie nous a donné. Mais est-ce que tu as autant de satisfaction à être un enseignant dans ton sport que l'adrénaline que tu avais et le statut de vedette quand tu te présentais en MMA pour un combat professionnel? Comme que Ross disait, c'est une question qui est assez... c'est une question, je pense que les deux vont ensemble, comme qu'il disait. Pourquoi? Parce que en tant qu'athlète professionnel, on essaie d'atteindre un certain seuil personnel. Tandis qu'une fois... des objectifs. Exactement, des objectifs et tout ça. Et même comment je peux dire, la gratification que ça amène à un athlète lui-même. Ça t'amène à un certain niveau, une certaine expérience de vie et tout ça, qui fait qu'une fois que tu as eu ça, maintenant ça devient de le transmettre. Puis on a presque la même satisfaction de le transmettre et de voir un athlète atteindre ses objectifs à lui qu'en moi. Peut-être même que je pense que ça va faire encore plus plaisir de peut-être voir un de mes athlètes aller un petit peu plus loin que moi. Découvrir des talents. Exactement. Découvrir des talents et aller un petit peu plus loin que moi. Peut-être que moi, j'ai pas été à UFC, j'ai pas été capable d'aller chercher un titre mondial. Peut-être qu'un de mes élèves va le faire et je vais vivre cette expérience-là à travers son expérience à lui. Un peu un father figure, comme on dit en anglais. La fameuse appellation combat extrême a semé maintenant la controverse. J'en avais parlé avec Corinne Laframboise, qui a fait partie de l'émission quelques fois. Qu'est-ce qui se passe avec ce mot-là? Qu'en est-il et pourquoi? Le terme extrême est exactement ça, extrême. Puis le sport que le MMA, qui est Mixed Martial Arts, est devenu, n'est pas un sport extrême. C'est un sport qui est très réglementé. Il y a autant de règlements que la boxe, le kickboxing, peu importe quel autre sport. Donc c'est plus un sport extrême. Dans les débuts, c'était un sport extrême parce que il n'y avait pas de... Il y avait aucun règle, il n'y avait pas de règlement, tout ça. Fait que ça faisait un sport extrême. Mais maintenant, c'est rendu un sport très réglementé. Donc le terme extrême n'a plus vraiment sa place. On dit combattant, MMA ou UFC, tout simplement. UFC, c'est le nom d'une organisation.
Puis en MMA, il y a plusieurs organisations. Tout le monde connaît l'UFC parce qu'on peut dire c'est le NHL du hockey. Okay? Mais sauf que quand on réfère au hockey, on ne dit pas NHL. Non, c'est ça. On dit hockey, peu importe la ligue que ça va être. C'est la même chose pour le MMA. Le MMA, c'est un sport et non le nom d'une compagnie. Okay. Maintenant, j'aimerais qu'on définisse les arts martiaux qui sont réunis dans le Mixed Martial Art, qui est le MMA. Tu m'en as dit quelques-uns. J'aimerais que tu nous fasses l'énumération de tout ça. Tu sais, en termes de quel sport on va voir le plus en termes de MMA, on peut voir tous les sports, mais ça s'englobe de manière à les attributs qu'un athlète professionnel à MMA doit avoir, c'est avoir des bonnes mains. La boxe. Donc, la boxe. La boxe, c'est le sport qui va vraiment plus englober toute l'art de frapper avec les mains. Donc, on voit la boxe. Ensuite, des kicks. Mais encore là, c'est pas tous les athlètes qui sont perfectionnés en kick. Donc, on peut, en termes de kick, pour englober le tout, on va dire Muay Thai. Parce que le Muay Thai va englober aussi la boxe, les kicks, les genoux et tout ça. Donc, c'est un sport complet qui a rapport avec les jambes. Ensuite, on doit rentrer le corps à corps. Ce qui veut dire, ça va aller au jiu-jitsu pour les combos au sol. Le corps à corps, ça va être la lutte, de la sambo, tous les sports qui vont englober à peu près, on va dire lutte pour et toi, au début, c'était le jiu-jitsu qui était ton... Non, pas du tout. J'ai commencé, j'étais tout comme Saint-Pierre. Le premier art que j'ai pratiqué, c'était le karaté Kyokushinkai. Kyokushin. Ensuite, par la suite, j'ai essayé pas mal tous les arts, la boxe, les ci, le ça. Mais au tout début, c'était le Kyokushin. Le Jiu-Jitsu, c'est même, je pourrais dire, c'est le dernier art avec lequel je suis tombé en amour. Au début, je n'aimais pas parce que j'étais un striker, comme ils disent, un battant debout. C'est quoi la plus grande qualité en une phrase d'un combattant qui arrive près du sommet? C'est quoi sa plus grande qualité? Est-ce que c'est psychologique, évidemment, ou plus physique? Comment tu vois ça? Je dirais persévérant. Okay. Persévérant, ça englobe non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Parce que pour être persévérant, non seulement faut vouloir aller au-delà de ses capacités physiques. Au-delà de la douleur. Exactement, au-delà des capacités physiques, de la douleur et tout. Mais aussi, si dans la tête, le mental, la persévérance n'est pas là, le physique n'ira nulle part. Ça, c'est bien répondu. Question de mousser un peu et d'encourager les sports de combat, les gens qui écoutent ça et qui voudraient commencer quelque chose à ce niveau-là. Il y a plusieurs vertus et des qualités acquises et développées, spécialement pour les jeunes, par la pratique des sports de combat. J'en ai marqué quelques-uns. Le respect des règles. On vit en société, ça t'enseigne à respecter les règles, à respecter l'arbitre, entre autres. Respecter l'adversaire, parce que moi, ce que je constate au gym, quand il était ouvert, qui va rouvrir très bientôt, espérons-le. Il y a beaucoup de respect entre les combattants, entre les gens qui pratiquent soit la boxe ou les arts martiaux. Le dépassement de soi, l'humilité, parce que c'est utile sur le chemin de la vie. Je pense qu'une bonne claque, parfois, replace quelqu'un, ou une défaite sur laquelle tu vas construire. Vouloir s'améliorer et l'influence positive, la confiance sur la vie dans son entièreté, ça joue beaucoup. Et je pense que dans ton cas, toi, ça t'a, à l'adolescence, tu avais ton père aussi, comme tu me disais, qui était un fervent des arts martiaux. Je pense que ça a eu beaucoup d'influence dans ta vie à tous les niveaux. Absolument. Absolument, je peux dire, vraiment, les arts martiaux, sans les arts martiaux, ma vie ne serait pas le même, pas du tout. Ça m'a orienté vers la discipline, le dépassement, l'épanouissement personnel. Vraiment, ça a eu un aspect absolument, extrêmement positif sur ma vie. Puis, je serais vraiment pas le même aujourd'hui. Moi, je te connais personnellement, puis tu es un type confiant, mais tu n'es pas dans l'arrogance du tout. Je veux dire, comme on en parlait il y a quelque temps, je sens ton humilité et ça, c'est une des grandes qualités chez les athlètes qui ont réussi. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du fameux gym dont tu es propriétaire, le TriStar, où tu donnes des cours. Et je dois dire aux gens qui seraient intéressés, moi, je t'ai vu aller, tu es dans le détail, des petits conseils que tu peux donner, autant à ceux qui débutent que ceux qui ont de l'expérience. Et je pense que c'est très gratifiant pour toi. Tu aimes beaucoup ton rôle d'enseignant. Absolument. Je veux dire, redonner et apprendre de voir les gens
grandir personnellement. C'est pour ça que je fais ça. C'est un cadeau qui me fait chaud au cœur. Puis j'aime voir les gens réussir, j'aime voir les gens grandir. Et tes enfants aussi. Absolument. Je veux dire, j'ai vu tes enfants qui sont pas plus hauts que ça, puis ce sont déjà des machines. Les petits monstres. Qui pourraient affronter pratiquement un adulte déjà. Il y a une très belle salle de musculature aussi au TriStar Gym. Ouais. L'adresse, c'est quoi déjà? C'est le 350 Notre-Dame. 350 Notre-Dame à Repentigny. Donc, pour les gens qui voudraient... es-tu confiant de la réouverture bientôt? Parce qu'on peut-être qu'on parle un petit peu du mois d'avril, mais là, on commence à avoir des fourmis dans les jambes. On espère vraiment beaucoup que tout ça, ça va être bientôt derrière nous, puis on va être capable de recommencer nos activités. Je pense que tout athlète... Moi, c'est pas une question d'argent. Je veux dire, on veut pratiquer, absolument, on veut... c'est ça. Moi, j'aime bien la salle de musculature. C'est un gym qui existe depuis longtemps, qui a changé d'appellation. Moi, je le recommande fortement. Pour un athlète, c'est notre drogue personnelle à nous. On n'a pas besoin. Un bon athlète n'a pas besoin de drogue, pas besoin d'alcool. C'est vraiment d'être capable de faire notre sport. Ça, c'est bon pour la psychologie, pour le mental. La confiance. Exactement, la confiance. L'optimisme. On a besoin de ça. Donc, nous l'enlever, c'est... Pour te remercier de ta présence à l'émission, puisque nous avons terminé, je sais que tu es un fervent des super-héros, et c'est un peu ce que je pense de toi. Alors, j'ai un petit cadeau pour toi. Un t-shirt, j'espère qu'il va te faire de Superman. Tiens, tu peux l'apporter, c'est ton cadeau pour ta présence à l'émission. Donc, le TriStar Gym à Repentigny, c'est pour vous. Yves est sur place. Il y a des entraîneurs très qualifiés sur place. Est-ce que ça te plaît? Parce que je pense que tu es plus dans le Marvel que dans Superman et Batman. Mais quand même... tu vas le mettre immédiatement. Ben, ça, c'est bon, ça. Parle-moi de ça. Pourquoi pas? Yes! J'ai pensé à toi cette semaine. J'ai dit, il faut que je fasse un petit cadeau à mon ami Yves qui vient à l'émission. Bon, ben ça te fait bien. Fait que je te remercie. Puis je te souhaite longue vie au gym. On va se voir dès la réouverture. Parfait. Puis bon week-end, mon cher Yves. C'était très intéressant. Espérons qu'on a influencé des gens vers les sports de combat. Parfait. Merci, mon Yves. Merci à toi. Yes. Maintenant, nous allons parler de la semaine du Canadien de Montréal parce que le CH a connu toutes sortes de rebondissements. Marc Bergevin a pris plein de décisions cette semaine. Je vais commencer par le match samedi contre Winnipeg, une autre défaite. Après ce match, qui était un 7e match sans but en avantage numérique, eh bien, on constatait que l'attaque du Canadien manque de mordant et de punch offensif. Ça commence à être très évident. Dimanche, pour le Canadien, ça a été une journée de repos complet. Est-ce qu'on doit dire bien mérité? Ça, c'est la grande question. Et lundi, ici à Montréal, a été la première vraie pratique avec Dominique Ducharme comme coach. Et c'est bon d'avoir quand même un coach qui était déjà dans l'organisation du CH. Il y a certains avantages. Il connaît déjà tous les joueurs. Il semble être populaire et respecté au sein des joueurs malgré son inexpérience. Et ça, c'est très important. Il connaît, comme je vous le dis, tous les joueurs et les faiblesses et les forces du Canadien de Montréal. Il aime bien travailler sur les détails et ça va être important en cours de route parce que le temps commence à presser pour le Canadien. Donc, plusieurs gros avantages d'avoir un joueur, un entraîneur qui est déjà dans l'organisation. Il va corriger, dit-il, toutes sortes de choses à l'entraînement. Mais la constatation, c'est que oui, le CH représente une équipe améliorée quelque peu comparativement à l'an dernier. Mais ce n'est pas une équipe pour se rendre en finale de la Coupe Stanley, ça je peux vous l'assurer, à moins que l'on fasse une autre transaction surprise. Mais jusqu'ici, on voit que cette équipe a des lacunes, incapable de s'imposer, la triste constatation. On dirait, moi ça j'en avais parlé dans les toutes premières émissions du vendredi soir ici à Friday Night Sports Machine, le phénomène, le syndrome du club pacté. On commence fort, on est au-dessus de nos affaires, mais je trouve que ce club pacté, entre guillemets, est rempli de si un tel produit, si un tel se réveille, si Price se replace. Et ça, à long terme, c'est pas nécessairement très bon. Et une parenthèse maintenant sur Carey Price. On dit qu'une des raisons pourquoi il serait affecté psychologiquement dans son jeu, c'est la mort de ses chiens. Nous avons tous vécu la perte d'un animal domestique. C'est sûr que c'est pas facile, mais à 10,5 millions par année, tu es représentant du Canadien de Montréal. Moi, je répondrais à ça. Il y a des gens qui vivent un cancer et qui vont quand même travailler au salaire minimum. Alors, une petite retenue sur ces raisons. Donc, mardi contre Ottawa, un retour à domicile. Victoire du Canadien, enfin, mais on a eu peur au début du match avec la pénalité de 4 minutes
qui a été décerné à Armia, mais on s'en est bien servi. Enfin, une première victoire pour Dominique Ducharme. Ça a tout pris, mais il y avait une bonne intensité. Les joueurs allaient au filet, l'offensive était moins prévisible. Donc, mardi contre Ottawa, une implication sur 200 pieds de Jonathan Drouin. On voit que Jonathan, la présence de Ducharme lui fait du bien. Est-ce qu'il avait un conflit avec Julien, j'en doute, mais il a connu du succès au niveau junior avec Dominique Ducharme et ça se reflète sur son jeu. Il est en train de devenir un bon joueur défensif. C'est peut-être l'éclosion du joueur finalement. Et mardi, bien, c'est une tonne de pression de moins qui est retirée sur les épaules des joueurs et sur l'organisation. Une victoire enfin et un but en avantage numérique puisqu'on était 0 en 7 matchs. Ce qui est inadmissible avec tout le talent offensif que nous avons. En point de presse après le match, Carey Price s'est dit heureux, mais pas satisfait. Mais ses réponses courtes ont fait jaser. Au moins s'il pouvait arrêter les rondelles, mais il se présente en point de presse, on dirait qu'il n'aime pas ça. Ça va prendre plus de sa part, je pense, d'implication parce que les gens commencent à en avoir ras-le-bol. Le Canadien de Montréal, eh bien, c'est la semaine, le mardi, c'est la journée de la semaine des congédiements. Il n'y a plus tellement de stabilité au sein du Canadien. On dirait que Marc Bergevin commence à voir ce qui s'en vient pour lui et il fait peut-être des décisions, donne des décisions qui sont peut-être un petit peu moins réfléchies, même s'il dit l'inverse. La ronde de congédiement surprise s'est poursuivie mardi. Cette fois, c'est Stéphane Waite, comme vous le savez tous, qui est passé dans le tordeur. C'est un épisode du téléfeuilleton du Canadien de Montréal qui se poursuit. C'est bon pour les tribunes téléphoniques. Mais Marc Bergevin nous prend vraiment pour des valises quand il dit qu'il n'a pas consulté Carey Price. S'il vous plaît. C'était son entraîneur particulier, personnel des gardiens depuis 8 ans. Stéphane Waite était en poste depuis 2013. Voyons, il ne faut pas quand même nous prendre pour des valises. Et de plus, je pense que le Canadien commence par certains moments à manquer de classe parce que là, ça s'est su pour toutes sortes de raisons, quelquefois loufoques, qu'on a congédié entre la deuxième et la troisième période l'entraîneur des gardiens. Maintenant, les rumeurs veulent que pour la prochaine saison, puisque les résultats ne sont toujours pas là, et si ça se poursuit, qu'une des choses qui sont envisagées maintenant, qui est l'an prochain, probablement qu'il y aura des partisans dans les estrades, ce serait de changer les placiers au Centre Bell et le chauffeur de la Zamboni pour améliorer les performances du Canadien de Montréal. Mais trêve de plaisanterie, le Canadien s'est peinturé dans le coin, je dirais, dès le camp d'entraînement, quand que le Canadien, par la voix de Marc Bergevin, s'est affiché publiquement, s'est mis beaucoup de pression en disant, entre autres, la fameuse phrase « We mean business », nous sommes là pour du sérieux. Ça a mis beaucoup de pression sur l'organisation, tout à fait pour rien. En psychologie sportive, c'est pas vraiment les bonnes choses à faire. Et s'il fallait que le Canadien de Montréal manque les séries, après avoir dépensé autant dans l'entre-saison, pas besoin de vous suggérer le nom du projet congédiement. Et justement, étant donné qu'il n'y a pas tellement de succès, on parle déjà du successeur de Marc Bergevin. Il y a des noms qui ont été avancés comme Martin Lapointe, Mathieu Darche, même Pat Brisson. Mais Pat Brisson fait tellement d'argent à titre d'agent de joueur que vous pouvez oublier ça. Il ne viendra pas à Montréal dans la marmite. Ce serait probablement une erreur de sa part. Il en ferait peut-être des ulcères. Joël Bouchard serait probablement le choix logique. Et Patrick Roy, moi je me dis, dans le cas de Patrick Roy, tant qu'à perdre, au moins on aurait un bon spectacle, il n'y aurait pas d'ennui à regarder des matchs du Canadien et ses résultats, au moins on aurait une vedette derrière le banc. Moi je serais très d'accord avec ça. Et on a vu les Leafs qui ont ramené ce qu'on appelle un dinosaure avec Brian Burke, et ça fait réfléchir. C'est peut-être la recette. Maintenant, concernant le congédiement surprise de Stéphane Waite, José Théodore sur les ondes du 91.9 mercredi, il est allé de quelques commentaires que moi, personnellement, j'ai bien appréciés. Il a été surpris par la façon d'agir du Canadien, peu de tact, encore une fois. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si le problème de Price, c'est le coach des gardiens de but, c'est ça le vrai problème, c'est peut-être Price. C'est fait une semaine après le congédiement de Julien, après la deuxième période. Et pourtant, le Canadien avait remporté la victoire mardi. C'est triste pour Stéphane Waite, qui est un homme très qualifié, qui connaît son métier. Et l'importance qu'on donne, toujours selon José Théodore, l'importance qu'on donne à Carey Price, eh bien, le résultat, c'est qu'il y a plus de pression sur lui. Sean Burke, qui vient remplacer Stéphane Waite, c'est un homme qui a beaucoup de crédibilité au travers de la Ligue nationale, aussi au hockey international. C'est un ex-joueur, donc il est écouté.
Et concernant Carey Price, suite à son point de presse, où les réponses étaient laconiques et très courtes, moi je peux vous dire que sur les tribunes téléphoniques, il ne gagnerait pas d'élection par les temps qui courent parce qu'il est de plus en plus impopulaire. Et comme je vous le disais, les gens en ont ras le bol. Il représente carrément mal le Canadien de Montréal. Et la morale de cette histoire, c'est que de jouer à Montréal, spécifiquement d'être le gardien numéro 1 ou entraîneur-chef, il y a autant de pression que d'être le premier ministre avec tous ses points de presse et tous ces petits détails sur lesquels on doit répondre. Et ça finit par jouer. La grande déception, c'est que notre supposé point fort au début de l'année, on était censé avoir le meilleur duo, le meilleur tandem de gardiens de but de la Ligue nationale. Et c'est présentement, ce qui se passe, c'est que c'est en train de couler carrément le Canadien de Montréal. On ne sait plus qui faire jouer devant les buts. Beaucoup de pression sur Jake Allen, finalement. Et ça prouve que ce n'est pas sur papier, mais sur la glace que ça se joue. Et tranquillement, en avance du Canadien de Montréal, le fond comme neige au soleil. Et je vous rappelle que le Canadien, aujourd'hui, vendredi, le 5 mars, a gagné 10 victoires et a perdu 12 fois. Un autre point aussi qu'on remarque, malgré la fameuse profondeur du Canadien, c'est que la quatrième ligne fait dur. Il ne se passe pas grand-chose de ce côté-là. Et moi, je vous dirais que d'être un partisan du Canadien de Montréal, je ne suis plus un partisan du Canadien, je suis de l'époque des Coupes Stanley. C'est sûr que je suis très déçu de ne pas avoir atteint la finale depuis 1993, donc je suis devenu un partisan de toutes les équipes de la LNH. Mais ça doit être difficile d'être un partisan du Canadien de Montréal et décourageant par les moments qui courent, par les temps qui courent. Mais que voulez-vous, l'amour est aveugle. Donc, hier, contre Winnipeg, les Jets forment une équipe qui défie l'offensive adverse constamment pendant 60 minutes. Et ils sont très gros. Ils ont beaucoup de talent. Après une période, on perdait 2-0, mais la deuxième période, avec le but en avantage numérique de Brendan Gallagher, est venu faire renaître l'espoir. Puis Tyler Toffoli, qui est allé de son 14e but déjà. Il connaît une très belle saison, une bonne saison. C'est un baume sur nos plaies parce que ce joueur-là produit. Il se dirige peut-être vers une saison de 30 buts en 56 matchs, qui sait. Et en fin de troisième période, eh bien, Jonathan, qui est venu faire 3-3, ça a redonné, comme je vous le dis, beaucoup d'espoir. On s'en allait en prolongation. Mais je vous rappelle que dans le cas de Jonathan Drouin, c'est seulement son 3e but cette saison. Et ça, c'est vraiment peu en quelques 20 matchs et plus. La prolongation a été endiablée. Mais qui d'autre que Pierre-Luc Dubois, l'ironie du sort, qui vient nous battre en prolongation, et probablement que lui représentait la solution au centre pour le Canadien de Montréal. Donc une autre défaite, une 3e en 4 matchs sous le règne de Dominique Ducharme par la marque de 4-3 contre les Jets. Une belle prestation hier du CH. Il méritait probablement un meilleur sort, mais comme on dit, un bon joueur fait sa chance. Et encore 36 lancés de la part du Canadien, au moins, c'est déjà ça de gagner, mais ce qu'on doit compter, ce sont les chances de marquer, parce que des tirs du centre de la glace, qui sont presque des dégagements, ça ne sert à rien. On voit aussi que le CH ne joue pas vraiment avec confiance complète en prolongation. Et jusqu'ici, je vous le rappelle, en 6 matchs en prolongation, le Canadien, aucune victoire. Les points bonus qu'on perd intra-division, si tu perds un point boni sur la route, disons en Californie, c'est pas grave. Mais là, à chaque fois qu'on laisse l'autre équipe partir avec un point boni, et hier c'est 2 points, c'est un point perdu pour la course aux séries éliminatoires dans la division Nord, la division canadienne. Maintenant, ce qui est peut-être aussi triste, c'est que l'équipe fait partie des équipes négligées. On n'est plus les favoris. Des phrases du style « on va bâtir à partir de » après une défaite. On a fait des bonnes choses. C'est pas le discours d'une équipe championne ou d'une équipe qui a confiance en ses moyens. Et en plus, les façons de faire du Canadien de Montréal font jaser. Il faut être réaliste. Les clubs champions ne jouent pas comme le club de hockey canadien. Ils ne connaissent pas des séquences si longues comme l'an dernier, 2 fois 8 matchs, 8 défaites. Et là, cette année, ça commence à ressembler tranquillement à ça. 2 points qu'on reconnaît chez les équipes championnes. Elles jouent 60 minutes. C'est pas le cas du Canadien. Elles n'ont pas de trou. Le Canadien a un trou, même 2 au centre, il faut le reconnaître. Et quand on emploie un attaquant à la ligne bleue, moi je ne connais pas d'équipe championne ou qui se rend en finale de la Coupe Stanley qui emploie un attaquant à la défense. Ça, c'est bon en saison régulière.
Ce qui est aussi très drôle, dans le fond, c'est de voir que quand le Canadien connaissait du succès, on commençait à dire qu'on était trop fort pour la division Nord ou que la division canadienne n'était pas assez forte pour nous. Mais là, tranquillement, on commence à se demander si on va faire les séries éliminatoires. Moi, je commence à en douter sérieusement. Ça va prendre un coup de barre autre que congédier les gens autour. Ça va prendre des nouveaux joueurs. Moi, je pense que Pierre-Luc Dubois aurait pu faire une différence, mais il ne faut pas vivre dans le passé. Maintenant, on va y aller avec quelques potins pour terminer des informations dans le monde du hockey. Bob Hartley, qui est maintenant coach dans la KHL, ça peut encourager les gens qui se posent des questions pour le vaccin. Il a été le premier Canadien reçu en Russie qui a eu son vaccin. Et ce qu'il dit, c'est qu'il n'a eu aucun malaise après, simplement la piqûre qui fait mal. Tout s'est bien passé. On appelle ça le vaccin Sputnik 5. Bob Hartley, qui est présentement entraîneur dans la KHL et qui connaît du succès. Un mot sur Philippe Danault. Ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué. Ça nous fait penser à un autre joueur que nous avons connu à Montréal. Il a refusé 30 millions, mais je pense qu'il a voulu capitaliser sur le fait, il sait très bien qu'il n'y a pas de centre numéro 1 à Montréal, peut-être même pas de centre numéro 2. Lui, il a voulu capitaliser là-dessus. Il s'est dit, on a des jeunes en position de centre, je suis en position de force dans mes négociations, position de force, dis-je bien. Mais peut-être qu'il joue pour l'argent, et ça, certaines personnes vont lui reprocher de ne pas avoir vraiment le CH tatoué sur le cœur. Les optimistes, les fans de Philippe Danault, vont dire plutôt félicitations. Il a quand même eu le culot de parier sur lui-même. L'avenir nous le dira. Un mot aussi sur Suzuki. Je pense qu'il est trop jeune pour supporter sur ses épaules l'attaque du Canadien en tant que centre numéro 1. Mais il y a une expression typique au hockey, le sophomore jinx, la guigne de 2e année. Et c'est peut-être ça qu'il vit présentement. On n'a qu'à se rappeler à Jesperi Kotkaniemi qui a connu une 2e année tout à fait difficile. C'est ça dans le monde du hockey. Ça va bien dans la première saison. Pas de pression, mais là, on fixe des attentes et quand on arrive à la 2e année, le sophomore jinx nous rattrape. Je vais vous parler 2 dernières informations sur Sidney Crosby. Il y a des rumeurs, mais les rumeurs, vous le savez, n'arrivent jamais. Ceux qui croient que Crosby va terminer sa carrière ailleurs, peut-être que s'il n'avait pas remporté le championnat, on a vu ça avec Raymond Bourque, on donne une chance d'aller jouer 1 an ou 2 en fin de carrière ailleurs pour remporter le gros trophée, le gros bol. Mais ce n'est pas le cas de Crosby. Et vous pouvez être bien sûr qu'avec Mario Lemieux dans l'entourage de l'équipe comme propriétaire, ça serait intéressant, c'est un stimulant de parler de tout ça. Mais non, Sidney Crosby n'ira pas jouer ailleurs. Il va finir dans l'uniforme des Penguins de Pittsburgh. Moi, je serais prêt à parier beaucoup là-dessus. Ça fait rêver, ça fait jaser. C'est sûr que d'imaginer Sidney Crosby dans l'uniforme du Canadien de Montréal, ça serait fort intéressant, mais ça n'arrivera pas. Maintenant, terminer sur une note un peu triste. La planète hockey qui est frappée par un deuil, soit Walter Gretzky, celui que l'on surnomme Hockey Dad, qui est décédé, le père de l'illustre Wayne Gretzky. J'ai une anecdote à vous raconter. Lui, il était très près de ses enfants. Ses enfants, c'était de l'or pour lui. Et le 30 décembre 1981, Wayne Gretzky bientôt va battre un record de 50 buts en 50 matchs. Et le 30 décembre, avant le match, il a 45 buts en 38 matchs. Et son père, Walter, qui était peut-être fatigué ce soir-là, pour une rare fois, n'a pas été voir jouer son fils qui affrontait, je crois, les Flyers. Mais Wayne a marqué 5 buts, dont le dernier dans un filet désert, ce qui a fait 50 buts en 39. Et Walter Gretzky a toujours dit à la blague qu'il avait manqué un des plus beaux moments dans la carrière de son fils. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end!